Monsieur le Président des États-Unis libres d'Europe et d'Amérique, suite à notre conversation, je me permets de vous présenter les enregistrements que j'ai faits à votre demande et qui concernent Son Excellence Sir Horace Wood, ainsi que les négociations qu'il a menées pendant l'opération Vega. Et je vous prie de croire, Monsieur le Président, à la fidélité inébranlable et au respect immuable dans la sombre époque que nous vivons, de votre dévoué Mannerheim, docteur en médecine et agent secret. Ça se passe en 2250. C'est bien l'histoire des années 50. Oui, mais des années 1950. Voici tout d'abord l'enregistrement au moment du départ. Les passagers du Vega, embarquement immédiat. Wood! Mannerheim? Eh bien, Mannerheim, c'est pour nous. Il nous faut quitter la Terre. Les autres sont déjà à bord. Je prie votre Excellence de mettre un chapeau et des lunettes noires. Bien sûr, bien sûr. Des fois qu'il y aurait des espions. Des espions pourraient nous reconnaître. Oui, c'est toujours à craindre. Arrêtez! Sir Horace, ce n'est tout de même pas le premier voyage que vous faites dans l'espace. Le premier. Ça vous étonne? De nos jours, chaque enfant va se promener sur la Lune, fait son petit voyage sur Mars. Nos rêves sont devenus réalité. Mais moi, j'ai beaucoup trop d'amour pour la Terre et pas assez pour les rêves. Et puis, il y a le climat. Il n'y a pas un seul endroit en dehors de la Terre où le climat soit à peu près convenable. C'est parfaitement vrai, votre Excellence. C'est vous, le capitaine du Vega? Capitaine Lee. Votre cabine, Excellence. Drôle d'endroit. Le docteur Mannerheim se tient à votre disposition. Merci. Son Excellence désire-t-elle voir le décollage? Je suis curieux. Vous voyez l'astroport? Intéressant. Il n'y a personne. Ils sont tous à l'abri dans les bunkers. Voyons vert. Votre Excellence, nous décollons dans 20 secondes. Dommage. Dommage d'être obligé de m'envoler. Je serais bien allé à la pêche. À la pêche. 10 secondes. Voyons rouge. Oh. Voilà que le soleil se lève. Nous décollons, Excellence. La première fois, ça fait bizarre. Il faut que le Vega atteigne la vitesse de 36 000 km/h. Ça ne me plaît pas beaucoup. En voiture, je dépasse jamais les 60 km/h. La force d'accélération augmente encore. J'avais remarqué, Mannerheim. Excellence. C'est vous le président vous a désigné pour m'accompagner sur Vénus? C'est le médecin ordinaire du président. Oh. Seulement quand il voyage, je l'accompagne sur Mars. Et c'est lui, précisément, qui vous a désigné pour m'accompagner sur Vénus. Et c'est le président qui a désigné Mannerheim pour l'accompagner sur Vénus. C'est un grand honneur, Excellence. La force d'accélération est à son maximum. J'avais remarqué. Juste le temps de faire boum et on plane déjà dans l'espace. Fantastique! Moi aussi, j'étais tout excité la première fois. Aujourd'hui, le voyage spatial, c'est pépère. Tu crois? Récemment, j'ai rencontré une vieille momie dont l'arrière-grand-père avait connu l'époque des pionniers de la conquête de l'espace. Dans ce temps-là, les frangins flottaient comme des angelots dans leur fusée quand ils n'étaient pas réduits aux bouillies au décollage.
aucune protection contre la force d'accélération et pas encore de gravité propre. Primitif. Le voyant jaune. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Nous sommes sortis du champ d'attraction de la Terre. Nous sommes à 8000 km au-dessus de la Terre. Ça va mieux comme ça. C'est beau la Terre. Une sphère en suspension. Ça en jette. On dirait le globe de nos cours de géographie. Une médaille arrondie. Dommage qu'elle soit fausse. Fausse excellence. Ses habitants ne disent jamais la vérité. Permettez-moi de vous présenter le colonel Roy. Le colonel Camille Roy? Lui-même, Excellence! Celui du raid sur Hanoï il y a 1 an? Lui-même, Excellence! Et sur Varsovie il y a 3 ans? Votre Excellence a bonne mémoire! Le métier, Roy. C'est le métier qui veut ça. Et maintenant, un enregistrement de la conférence tenue 3 jours plus tard à bord du Vega, réunissant les ministres et secrétaires d'État sous la présidence de son Excellence Sir Horace Wood. Sachons clairement ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Nous n'avons plus eu de guerre mondiale depuis 1945. Ça alors, si longtemps sans guerre. Alors, tu peux écouter sans faire tes réflexions stupides. Je ne comprends rien à vos discussions. Il n'y a qu'à reprendre au début. Tout est écrit là. Je vous livre d'abord un bref aperçu, sachons clairement ce que nous voulons. Le ministre des Territoires extraterrestres, la secrétaire d'État aux affaires vénusiennes, Toi, Sir Horace Wood, le ministre de la guerre et quelques secrétaires d'État sans importance. Il y eut une époque de conflits localisés. Les guerres militaires d'Indochine, de Corée, etc., puis les guerres civiles en Inde, en Australie, bref, toutes les guerres, quel que soit le nom qu'elles portent. Aujourd'hui, une nouvelle guerre mondiale est devenue inévitable, aussi difficile que cela soit à admettre pour un ministre des Affaires étrangères. Le monde s'y prépare depuis bien des années. La diplomatie est arrivée au bout de ses moyens. La guerre froide ne peut plus continuer. La paix est impossible. La nécessité de faire la guerre est devenue plus forte que la peur de la guerre elle-même. Merde alors! Les États-Unis libres de la Terre se trouvent face à face avec la Russie et ses alliés d'Asie, d'Afrique et d'Australie. La puissance des deux camps est à peu près équivalente. Voilà la triste raison pour laquelle les représentants des États-Unis libres de la Terre se trouvent réunis à bord de l'astronef Vega. Je donne maintenant la parole au ministre des Territoires extraterrestres. Votre Excellence, chers collègues, notre situation n'est guère réjouissante. La Lune est perdue. Une perte que je ressens plus douloureusement encore que celle de l'Australie.
Le traité de New Delhi nous a fait perdre toute la face tournée vers la Terre, et les conditions qui règnent sur notre satellite sont tellement inhumaines qu'elles rendent impossible une guerre contre les bases fortifiées russes. Jamais nous n'aurions dû signer le traité de New Delhi! C'est pas la peine de crier comme ça. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que vous non plus n'avez pas proposé d'autres solutions quand j'ai été obligé de signer ce traité. Nous n'avions pas de politique de rechange, et pour envisager une solution autre que politique, nous n'étions pas en position de force. Je prie maintenant le ministre des Territoires extraterrestres de poursuivre. Mars a proclamé sa neutralité et s'avère trop puissante pour qu'on puisse l'obliger à prendre parti en notre faveur ou en faveur des Russes. Reste Vénus. Je demande qu'on donne la parole à la secrétaire d'État responsable. La secrétaire d'État aux affaires vénusiennes a la parole. Je pense qu'il est important que les membres du gouvernement ici présents se fassent une idée de ce qui se passe sur Vénus. Du point de vue climatique, Vénus est une catastrophe. Cette planète se trouve dans un état semblable à celui de la Terre il y a 150 millions d'années. Vénus est impropre à une colonisation humaine digne de ce nom, si bien que les Russes, comme nos États-Unis, ont rappelé leur commissaire. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Pour être plus exact, Sir Horace Wood, nos commissaires, tout comme les commissaires russes, ont refusé de revenir sur Terre et nous avons renoncé, tout comme les Russes, à en envoyer de nouveaux. Comment se nommait notre dernier commissaire? Bonstetten, Bonstetten? Quand aurait-il dû rentrer? il y a 10 ans. Bonstetten, ça me dit quelque chose. Pourquoi n'est-il pas rentré? Nous ne savons pas. J'ai connu un Bonstetten! Poursuivez, Madame la secrétaire d'État. Vos Excellences, même si la planète Vénus n'est pas propice à la colonisation, elle a tout de même une certaine utilité. Voilà 200 ans que, tout comme les Russes et leurs alliés, nous avons fait de Vénus une colonie pénitentiaire. Encore aujourd'hui, elle ne nous sert qu'à cet usage. Nos astronefs y débarquent les condamnés et en repartent sans entrer en contact avec les déportés. Ainsi, les déportés sont libres. Libres sur Vénus. Pour la Terre, ils sont morts. Et leur organisation politique? On ne sait pas. La population? On ne sait pas. Combien en avons-nous envoyé là-haut? 30 000 par an. Et les Russes? On ne sait pas. Bon, je ne comprends pas à quoi nous sert un département aux affaires vénusiennes si on ne sait rien de cette planète. Le rôle de ce département, Excellence, consiste à organiser les transferts des condamnés vers Vénus. Ce qu'il advient plus tard de ces déportés n'est pas du ressort de notre département. L'essentiel est qu'on se débarrasse d'eux. Quel genre de condamnés envoie-t-on sur Vénus? La lie de l'humanité, des criminels des droits communs, et d'abord des individus qui défendent des idées communistes et qui doivent être éloignés pour des raisons de sécurité. Et les Russes, qui envoient-ils sur Vénus? Des criminels également, et tout d'abord des gens qui ont pris fait et cause pour des idées occidentales et qui doivent être éloignés pour des raisons de sécurité. Par conséquent, il n'y a pas seulement sur Vénus la lie de l'humanité. Je prie maintenant le ministre de nous exposer ses objectifs. Il s'agit de gagner la racaille de là-haut à notre cause d'une guerre contre la Russie et l'Asie. Sous l'angle stratégique, Vénus présente un avantage. La couche de nuages de son atmosphère rend toute observation impossible. On peut y préparer une attaque en secret. Ce qui est impossible sur Terre étant donné que les Russes et nous
Nous nous surveillons en permanence par satellites interposés. J'évalue la population de la planète à 2 millions d'habitants. Pour lancer une attaque à la bombe à hydrogène et au cobalt contre la Russie et l'Asie, j'ai besoin de 200 000 hommes. Ils pourraient fabriquer eux-mêmes les astronefs et les bombes si on laisse quelques savants sur Vénus. Avec qui allons-nous négocier, monsieur le ministre des Territoires extraterrestres? Avec un certain Peterson. Avons-nous des renseignements sur ce monsieur Peterson? Un assassin, originaire d'Allemagne. Charmante perspective. Et puis avec un nommé Smith. Smith? John Smith. Que savons-nous de lui? Né sur Vénus, fils d'un communiste américain. De mieux en mieux. Enfin avec un Jacob Petrov dont nous ne savons rien du tout. Petrov, ça m'a tout l'air d'être un russe. Messieurs, le président nous a confié cette mission, à notre surprise à tous, et non sans précipitation, puisqu'il semble bien que nous ne sachions pas grand-chose de Vénus. Il m'incombe de diriger cette mission. Une tâche difficile nous attend. Nous ne savons pas encore ce que les plénipotentiaires de cette planète vont demander, ni comment nous allons négocier avec eux. Nous ignorons si nous allons nous trouver en présence d'une dictature ou d'un régime parlementaire semblable au nôtre. La situation est grave. Nous devons tout oser si nous ne voulons pas tout perdre. Et il ne me reste plus qu'à formuler des vœux pour le succès de l'opération Vega. Bon, allez, pause. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a vraiment rien à grignoter ici. Des mandarines, des bananes, des cacahuètes. On cause de la Troisième Guerre mondiale et messieurs cherchent des cacahuètes. Œuvre complète de T.S. Eliot. Putain. Avant d'en venir aux événements qui se sont déroulés sur Vénus, je vous transmets, monsieur le président des États-Unis libres d'Europe et d'Amérique, les enregistrements de 2 conversations qu'a eues Sir Horace Wood. La première avec moi, alors que nous étions en vue de Vénus, qui était à ce moment de la grosseur de la Lune, mais d'une luminosité beaucoup plus forte, et suspendue dans l'espace devant nos yeux, menaçante, blanche. Colonel Roy, une question. Je vous en prie. Il y a 3 ans, c'est avec l'astronef Deneb que vous avez attaqué Varsovie? C'est pas ça? C'est pas le contexte? Non. Mannerheim, Le moment est venu que ton Excellence se décide. quand est-ce qu'on va atterrir sur Vénus, Mannerheim? Dans 6 heures, Excellence! C'est écrit là! Wood! Quand atterrissons-nous sur Vénus, Mannerheim? Mannerheim. Dans 6 heures, Excellence! Wood. Alors, dans 6 heures, votre tâche commence. Le président vous a chargé de me surveiller. Il a peur que moi aussi je reste sur Vénus comme les autres commissaires. Vous êtes un agent de service secret. Vous avez dans votre poche un de ces petits appareils qui permettent d'enregistrer les conversations. Je le sais, Mannerheim. Un agent secret n'a pas le droit d'admettre qu'il en est un. Pas un mot de plus. Nous savons tous les deux ce qui est en jeu.
L'enregistrement a été difficile car il ne fallait pas éveiller nos soupçons. Il présente donc quelques défauts. Colonel Roy, une question. Excellence! Il y a 3 ans, c'est avec l'astronef Deneb que vous avez attaqué Varsovie. En effet! Et à Hanoï, il y a 1 an, avec l'astronef Altaïr. Exact! Est-ce que le Deneb, l'Altaïr et le Vega ne seraient pas les noms d'un seul et même astronef? Votre Excellence est perspicace! Toujours le métier, Roy. C'est le métier qui veut ça. Vous êtes un garçon dangereux, Roy. Je suis soldat! Précisément. Et vous êtes à bord du Vega, Selon le désir du président. avec quelques bombes, comme à Varsovie et à Hanoï, Je ne saurais pas pourquoi faire. pour donner un peu de poids aux propositions que nous allons faire aux habitants de Vénus, par exemple. Alors, si les négociations n'aboutissent pas, ils balancent les bombes. Je ne peux pas répondre, Excellence. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Les habitants de Vénus attendent un astronef pacifique. Nous leur avons donné notre parole de venir sans armes. C'est avec étonnement que j'ai constaté votre présence à bord, colonel Roy. Mais en tant que ministre des Affaires étrangères des États-Unis libres d'Europe et d'Amérique, je ne veux pas y aller voir de plus près. Rien de plus gênant pour un diplomate quand sa main droite n'ignore pas ce que fait la gauche. Le voyant rouge, le Vega entre dans l'atmosphère de Vénus. Oublions notre conversation, Roy. Bien sûr, Excellence. Espérons que vous n'ayez pas à me la rappeler. Moi, je ne le ferai pas. Alors, si les habitants de Vénus ne sont pas d'accord, comme ça, ils les atomisent. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas sorcier de deviner ce qui s'est passé. En ce qui concerne l'enregistrement suivant, j'aimerais vous faire remarquer, puisque vous demandez un rapport précis, que l'impression que nous avons eue de Vénus à l'atterrissage est difficile à décrire et ne correspond à rien de ce que nous imaginons depuis la Terre. Nous avons atterri à l'endroit qu'on nous avait indiqué, sur le rivage de l'île Newton, non loin du pôle nord de la planète. Sans doute, tout ce que nous avait enseigné à l'école de la surface de Vénus était bien là, sous nos yeux. Le gigantisme de la végétation, la ceinture de volcans à l'horizon. Mais le plus épouvantable, ce n'était pas ça. C'était la chaleur, l'humidité de l'air, les tremblements de terre incessants qui bouleversent le sol, le transforment, l'engloutissent et le récréent, la lumière étrange, impossible à décrire, irréelle. C'est pas dans le texte. Et alors? C'est un ciel sans soleil, une purée épaisse de nuages bouillonnants, déchirés par les hurlements d'ouragans monstrueux, une bouillie d'argent éclatant, comme si un feu mortel rugissait derrière les masses de vapeur et le rideau de pluie. Une impression encore renforcée par les continuelles décharges électriques de l'atmosphère. Dès l'atterrissage, nous avons pu observer des boules de feu de plusieurs kilomètres de diamètre qui crépitaient au-dessus des gigantesques forêts vierges de prêles et de fougères. Ah, tu exagères là. Oh non, Vénus, c'est exactement ça. Bon, on fait ça sérieusement pour savoir ou alors on le fait pas. Oh, vous me les brisez. Donc, nous avons quitté le Vega. Le sol oscillait sous nos pieds, tremblait en permanence. Derrière nous, la forêt vierge, fantastique et détrempée. Devant nous, du sable rouge brûlant. Et dans la distance, mugissant, indistinct, un océan. Nous nous attendions en cérémonie officielle en présence d'une foule immense. Son Excellence Sir Horace Wood tenait à la main le petit papier avec le texte de son discours. Il avait aussi chaussé ses lunettes à grosse monture d'écaille. Mais nous n'avons vu que 3 hommes, vêtus d'un pantalon et d'une chemise usée. Ils venaient de la plage et s'approchèrent de nous d'un pas hésitant. Nous supposions qu'ils allaient nous conduire au lieu des négociations, et nous fûmes surpris d'apprendre que c'étaient eux, les plénipotentiaires.
Je suis John Smith! Monsieur Smith! Messieurs! Ce moment où nous posons le pied sur Vénus n'est pas sans grandeur à nos yeux. Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous foulons ce sol si singulier d'une autre planète. Les États-Unis libres de la Terre, dont nous sommes les représentants, savent que les idéaux qui nous animent, d'humanité et de liberté, on peut aussi les trouver sur Vénus, même sous une forme différente. Aussi, nous sommes venus à vous sans arrière-pensée, mais à la suite d'une décision spontanée qui, comme l'a dit le vénérable T.S. Eliot, Malheureusement, son Excellence Sir Horace Wood n'a pas pu terminer son beau discours. Un orage monstrueux a éclaté qui nous a obligés à nous réfugier dans le bateau de négociation, une sorte de sous-marin primitif où nous sommes entrés trempés jusqu'aux os. Nous étions surpris. Nous pensions que les négociations auraient lieu dans une ville ou dans une maison de campagne. Je ne vous transmets ici qu'un fragment du premier entretien avec les représentants de Vénus. L'entretien s'est déroulé dans des conditions épouvantables. Les 12 membres de la Commission des États-Unis libres de la Terre étaient entassés dans une petite pièce mal éclairée, ballottée par les vagues d'un océan capricieux. Pour la Terre, Sir Horace Wood, le ministre des Territoires extraterrestres, Monsieur le ministre de la Guerre, Madame la secrétaire d'État aux affaires vénusiennes, les 7 autres secrétaires d'État. Mannerheim Et Mannerheim. Pour Vénus, John Smith. Peterson. Petrov. Je vous prie d'excuser, monsieur Petrov. Il est aux commandes du sous-marin. Les propositions que nous avons à vous faire sont d'une extrême importance. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas prendre les commandes à la place de monsieur Petrov? Nous n'avons personne d'autre. Je propose que le lieu où se tiendront les négociations soit la capitale de Vénus. Nous n'avons pas de capitale. Pas de capitale. Une ville importante, alors. Il n'y a pas de ville. Au moins un endroit sur la terre ferme. Il n'y a pas d'autre endroit. Le sol est trop instable pour supporter une construction. Nous vivons tous sur des bateaux. Dans ce cas, je demande que nous attendions une amélioration de la météo. Sur Vénus, le temps ne s'améliore jamais. Il empire. Laissons au moins passer l'orage. Il y a tout le temps des orages sur Vénus. Celui-ci n'est qu'un petit. Vous
Vous devez être informés à notre sujet, tandis que nous ne savons presque rien de l'état des choses sur Vénus. Puis-je me permettre de demander aux représentants ici présents quelles relations ils entretiennent avec leur gouvernement et jusqu'où vont leurs pleins pouvoirs? Nous n'avons pas de gouvernement. Comment dois-je le comprendre? Comme je l'ai dit. Messieurs Peterson, Son Excellence a la parole. Messieurs Peterson, si je comprends bien, messieurs Smith, la population de Vénus n'a pas de gouvernement établi, mais seulement une sorte d'assemblée ou un conseil qui gouverne selon la volonté du peuple dans une forme d'état démocratique. Nous n'avons rien de semblable. Mais il faut bien que Vénus soit gouvernée. Vénus est grande et nous sommes petits. Notre planète est hostile. Nous devons lutter si nous voulons survivre. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de faire de la politique. Vénus est grande et ils sont petits, leur planète est hostile, ils doivent lutter pour survivre, ils ne peuvent pas se payer le luxe de faire de la politique. Messieurs, vous donnez le titre de plénipotentiaire de Vénus. Dans ce cas, il faut bien que quelqu'un vous ait investi de ce pouvoir. Moi? Et c'est donc en votre propre nom que vous avez établi la communication radio avec nous? C'est vous qui êtes entrés en communication avec nous. C'est par hasard que nous avons entendu votre message. Nous voulions entrer en contact avec des voisins sur un autre bateau et nous avons entendu la Terre. Et vous n'avez pas résisté à la tentation de vous faire passer pour les plénipotentiaires de Vénus? Mais nous le sommes. C'est notre devoir de négocier avec vous puisque nous avons capté votre message. Chez nous, personne n'a le droit de se soustraire à son devoir, même si ce devoir lui incombe par hasard et s'il lui paraît peu important. Ça me rend fou. Ainsi, n'importe qui aurait pu entamer les négociations avec nous pourvu qu'il ait capté notre message. Exactement. Et il se serait attribué le titre de plénipotentiaire. Non, il aurait été de fait. C'est à devenir vraiment dingue. Monsieur Peterson, le peuple de Vénus est-il au courant de notre arrivée? Nous en avons informé le bateau voisin. Et puis? Nous leur communiquerons ce dont nous avons parlé. Et si nous concluons un traité maintenant? Nous le leur communiquerons aussi. La population de Vénus respectera-t-elle ce traité? Puisque nous avons les pleins pouvoirs. Il ne serait pas possible de rassembler les bateaux avec toute la population. Est-il possible de rassembler les bateaux avec toute la population? Si c'est nécessaire, mais il n'y a vraiment aucune nécessité. Messieurs, en tant que président de la Commission des États-Unis libres de la Terre, je me trouve face à une situation totalement imprévue. Avant tout, je propose que les membres de notre mission rassemblés ici se retirent à bord de notre astronef pour tenir conseil. Il s'agit de clarifier sur un plan juridique le point suivant. Pouvons-nous négocier avec Vénus, qui ne se présente pas comme un état de droit avec lequel nous serions légalement à même de conclure un traité? Quand ils sont rentrés à bord du Vega? Ah oui, mais la scène n'a jamais été enregistrée. Moi, Vénus me plaît. Je trouve cette planète tout à fait raisonnable.
Chaque fois que Wood a parlé d'idéal dans son discours, il y a eu un coup de tonnerre. Et devant qui l'a fait, Wood, son discours? Devant 3 pêcheurs abrutis, ou quoi que ce soit d'autre, des canailles qui captent nos émissions à leur moment perdu et qui attirent dans leur bateau pourri toute une mission diplomatique avec 3 ministres et 6 secrétaires d'État. Quand on pense qu'il a fallu des années à nos savants pour mettre au point un appareil capable d'établir une communication radio avec Vénus à l'insu des Russes. Une mission ridicule. 45 millions de kilomètres pour de prunes. On ferait mieux de revenir sur Terre. Il faut savoir énoncer quand toute cause est perdue. Moi, Vénus m'a fait impression. Ces gens-là sont libres. Alors là, je lève une protestation solennelle. Pas de gouvernement, n'importe qui peut être le plénipotentiaire, le premier venu. Étonnant. Désolant. C'est toujours désolant quand un idéal rattrape la réalité. Je n'ai rien vu là-dessous qui ressemblerait à un idéal. Mais est-ce que la politique idéale ne serait pas de renoncer à la politique? Vous ne voulez tout de même pas négocier avec cette racaille. Tu ne crois tout de même pas qu'ils vont négocier avec Smith, Petersen et Petrov? C'est leur seule chance. Je ne te comprends pas. Ils doivent trouver des alliés. Mais ils ne les trouveront pas sur Vénus. Si nous ne les trouvons pas sur Vénus, nous ne les trouverons pas ailleurs. Le ministre des Territoires extraterrestres l'a clairement démontré lors de notre première conférence à bord. Je proteste. Au contraire, je lève une protestation solennelle. Messieurs, ne perdons pas la tête si nous ne voulons pas la perdre tout court. Nous ne savions pas ce qui nous attendait sur Vénus. Nous pensions que nous allions trouver quelque chose qui ressemble à ce que nous connaissons sur la Terre. Bon, ce n'est pas le cas. Les habitants de cette planète mènent un combat impitoyable contre la nature. Ils n'ont pas d'autre préoccupation que de mener ce combat pour survivre, même si cette vie est sans espoir. Pour eux, nous ne comptons pas. Mais à partir du moment où nous pouvons faire naître chez eux l'espoir d'une amélioration de leurs conditions, nous deviendrons importants. Et cela, nous le pouvons. Je te trouve très optimiste. Ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas différents de nous et aussi faciles à séduire. Tu veux leur proposer de l'argent? Mieux, le pouvoir. Quelle est ton idée? Nous reconnaissons Smith et Petersen comme plénipotentiaires et nous les plaçons à la tête du gouvernement puisqu'il n'y en a pas sur Vénus. Mais nous ne pouvons pas former un gouvernement à partir de rien. À partir de rien, non, mais pas sans rien. Nous reconnaîtrons à ce gouvernement la puissance et le soutien des États-Unis libres de la Terre. Je lève une protestation solennelle contre ce projet. Petersen est un criminel. Et alors, bien des gouvernements parmi nos alliés sont composés de criminels. Ensuite, nous promettrons à tous les habitants de Vénus le retour sur Terre une fois qu'ils auront vaincu les Russes à nos côtés. Mais où les installerons-nous, vos Vénusiens? Au nom du ciel, je lève une protestation solennelle. N'importe quel climat sur la Terre leur paraîtra paradisiaque. Et si les habitants de Vénus se refusaient? Refuser quoi? De revenir sur Terre. Absurde. Il n'est pas d'enfer qu'on ne veuille quitter. Pense à Bonstetten. Il est resté, et d'autres commissaires aussi. Bonstetten, ça me dit quelque chose. Ne vous tracassez pas, je le connais, Bonstetten. Nous avons fait nos études ensemble à Oxford et à Heidelberg. C'était un rêveur aux idées confuses. Vénus l'aura guéri. Vous pouvez en être sûr. Vous serez étonné de voir sa joie quand il repartira avec nous à bord du Vega. Comme nous tous, car nous repartirons d'ici. Leurs excellences marchent vers la plage, vêtus de capotes militaires pour se protéger du vent de sable. La pluie est chaude, le sable presque brûlant. La
température avoisine les 50 degrés. Quelqu'un vient vers nous. Une femme vient à notre rencontre. Je lui donne environ 30 ans. Elle est vêtue comme les hommes, avec protection contre les trompes d'eau. Vous êtes Monsieur Wood? Oui. Moi, c'est Irène. Vous allez nous présenter à Monsieur Smith et Peterson? Smith et Peterson ne peuvent pas venir. Mais nous étions convenus. Ils ont repéré une baleine. Enfin, c'est comme ça que nous les appelons. Elles ne ressemblent pas du tout aux baleines de la Terre, mais elles sont comestibles. Ici, la plupart des animaux ne sont pas comestibles. C'est important pour nous la pêche à la baleine. Avec tout le respect que je dois à ces baleines comestibles, qui relèvent un peu de ma compétence, puisque je suis le ministre des Territoires extraterrestres, avec qui allons-nous négocier? Avec moi? Avec vous. Je suis la nouvelle plénipotentiaire. Peterson m'a tout raconté. Nous pouvons négocier dans le bateau, dans la cantine du navire hôpital, où je suis infirmière. Le médecin m'a donné la permission, mais il a dit pas trop longtemps. Du navire hôpital. Primitive. Tout est mouillé. Elle nous laisse tomber. Comme ça. Boum. Allez, on s'en va. Ton plan a échoué. Pourquoi donc? Tu voulais reconnaître Smith et Peterson comme le gouvernement de Vénus et ils sont partis chasser la baleine. Je proteste. Jamais une mission diplomatique n'a été à ce point outragée. On se fout de nous dans cette cantine puante. Si nous n'avions pas les Russes sur le dos, il serait de notre devoir de déclarer la guerre à ces pantins. Boum! Nous avons quand même notre œil de terrien. Et ensuite? Sir Horace Wood, dois-je comprendre que vous avez l'intention de nommer cette infirmière à la tête du gouvernement de Vénus? Naturellement. Mais ce n'est pas possible! On a vraiment perdu au jeu que lorsqu'on abandonne la partie? C'est trop fort pour moi, je ne comprends plus rien à la politique. Comprendre? Il n'y a que la politique des ânes qui se laisse comprendre, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces gémissements? Je crois que c'est une naissance, c'est pour ça qu'Irène a disparu. Il va falloir négocier au milieu des femmes en couche. Cette chaleur. Ah, voilà notre infirmière qui revient. Messieurs, j'ai amené mon mari. Il est sourd-muet. C'est une infirmité assez fréquente ici. Il va manger sa soupe. Il n'y a pas d'autre endroit. Mais faites donc. Qu'avez-vous à nous dire? En tant que chef de mission diplomatique, je vous informe que les États-Unis libres de la Terre vous reconnaissent officiellement comme plénipotentiaire et du même coup comme chef de l'État. J'ai rien compris. Nous respectons le fait que les habitants de Vénus n'aient pas de gouvernement compte tenu de l'isolement de votre planète dans le système solaire. Mais du moment que les États-Unis libres de la Terre reconnaissent officiellement Vénus, un gouvernement vous est donc nécessaire. Le plénipotentiaire de Vénus est donc automatiquement identifié à son gouvernement. Je suis infirmière, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. C'est sans importance. C'est juste un détail, pur procédé diplomatique, mais qui nous permet de conclure des traités avec la population de Vénus. Bon, si vous
vous y tenez absolument. Je suis le chef de l'État. Je pensais à une cérémonie officielle, festive. Nous allons rassembler le plus grand nombre possible d'habitants de Vénus. Pourquoi faire? Pour vous instituer chef de l'État. Mais vous venez de le faire. Il faut que ça se fasse publiquement. Pourquoi donc? Les habitants de Vénus ont le droit de savoir qu'ils ont maintenant un gouvernement internationalement reconnu. Je suis convaincu que Mars va également reconnaître Vénus. Mais enfin, ça n'intéresse personne. Chère madame, Je ne suis le gouvernement de Vénus que par rapport à la Terre. Vous avez déclaré que le plénipotentiaire était chef de l'État. Ça vous regarde. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plénipotentiaire, c'est moi, parce que j'ai mon après-midi de congé. Demain, il y aura quelqu'un d'autre, si quelqu'un peut se libérer. Je vous rappelle que la chasse à la baleine a commencé. Mais on peut quand même pas changer tous les jours de gouvernement. Oh ben, c'est vous qui avez besoin d'un gouvernement, pas nous. On tourne en rond. chère madame, Cessez de me dire, chère madame, je m'appelle Irène. Irène, il s'agit de défendre la liberté. Excusez, on va faire une imputation à côté. Sans anesthésie, nous n'impossédons pas. Irène, la question de savoir si la liberté doit être défendue ne se pose évidemment pas encore sur cette bienheureuse planète, étant donné sa situation politique, mais elle se pose sur la nôtre. Et il ne fait aucun doute qu'elle se posera aussi chez vous si les forces qui menacent la liberté de la Terre étaient victorieuses. Les États-Unis libres de la Terre sont menacés par la Russie et ses alliés. J'espère que le gouvernement de Vénus est à présent pleinement informé de la situation. Bref, vous voulez que nous participions en guerre contre la Russie? Exactement. Mais nous ne sommes pas menacés par la Russie. Irène, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Vous êtes russe? J'étais polonaise et j'étais déportée il y a 6 ans. Sans doute parce que vous défendiez les nobles idéaux de la justice, de l'humanisme et de l'économie libérale. Je faisais le trottoir. Mon cher enfant. Oh, vous oubliez que vous vous adressez à un chef d'État. Chère madame, je réitère la promesse solennelle que les habitants de Vénus seront autorisés à revenir sur Terre s'ils entrent en guerre à nos côtés. Mais nous ne voulons pas revenir sur Terre. Chère madame, n'oubliez pas que vous parlez au nom de tous. Je peux comprendre que vous ne souhaitiez pas revenir pour des raisons personnelles. Mais il y a des hommes qu'on a déportés sur Vénus parce qu'ils luttaient pour la liberté et la dignité sur Terre. Ils voudront revenir. Je connais personne qui veuille rentrer. Nous avons d'abord négocié avec un assassin et de graines de communistes. Ensuite, nous avons négocié avec une prostituée que nous avons nommée chef d'État. Je suis curieux de savoir avec qui nous allons négocier la prochaine fois. Sans doute avec un balayeur de rue ou avec un violeur. Nous devrions chercher nous-mêmes d'autres interlocuteurs. Monsieur le ministre de la Guerre, il n'y a que des bateaux isolés qui naviguent un peu partout sur les océans et nous ne parvenons pas à les repérer. Et pas de radio? Personne ne répond. Ce qui me met en rage, c'est que personne ne s'intéresse à nous. Il pourrait se montrer moins curieux, ces dégénérés.
Comment va le ministre des Territoires extraterrestres? Mal. Et moi-même? La vitesse de sédimentation sanguine n'est pas bonne. Tant pis. La secrétaire d'État aux affaires vénusiennes a de la fièvre. Effet de la contrariété, Mannerheim? Excellence, Que voulez-vous encore? vous le savez, Excellence. Vous venez me rappeler notre conversation. Correct, Excellence. Combien de projectiles avons-nous à bord? 10. Selon l'ordre du président des États-Unis? Sur ordre du président. Je sais, ce n'est pas très agréable. Surtout, vous, que vous avez placé la barre très haut avec vos idéaux. Allez, envoyez-leur un secrétaire d'État avec un ultimatum. Et moi seul, avec vous, Mannerheim. J'ai du mal à te souhaiter la bienvenue, Wood. Tu viens pour une triste mission. Tu es... Bonstetten, nous avons fait nos études ensemble à Oxford et à Heidelberg. Tu as changé. Nous lisions ensemble Platon et Kant. J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Alors, c'est vous qui étiez derrière tout ça, Bonstetten? Je ne suis derrière rien du tout. Tu étais notre commissaire et tu es devenu le maître de Vénus. Absurde. Je suis devenu médecin et c'est mon heure de pause. À présent, je suis le plénipotentiaire et c'est avec moi que tu vas négocier. Tu as une cigarette? Mannerheim va t'en offrir une. « 10 ans que je n'ai pas fumé une cigarette. Alors, tu as été informé? Naturellement. Irène m'a tout raconté. C'est gentil de l'avoir nommé chef de l'État. Nous ne l'appelons plus que Votre Excellence. Alors, personne parmi vous ne veut revenir. C'est comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que tu viens de la Terre. Vous aussi, vous venez de la Terre. Nous l'avons oublié. Il doit être impossible de vivre ici. Qu'est-ce que je serais sur Terre, Wood? Un diplomate. Et Irène, une prostituée. Et d'autres seraient des criminels ou des idéalistes persécutés par une machine étatique quelconque. Et maintenant? Tu vois, je suis médecin. J'ai soif. Il y a de l'eau bouillie. Elle est franchement dégueulasse. Elle est potable. Contre quoi l'avez-vous échangé, notre bonne vieille terre? Des océans bouillonnants, des continents brûlants, des déserts incandescents, un ciel déchaîné. Quel savoir en avez-vous tiré?
Si nous ne nous aidons pas les uns les autres, nous sommes perdus. Nous devons tout faire nous-mêmes. Les outils, les vêtements, les bateaux, les postes de radio, les armes contre les animaux géants. Tout manque. L'expérience, la science, les habitudes, la confiance dans le sol qui est sans cesse en mouvement. Pas de médicaments. Des plantes, des fruits inconnus, la plupart vénéneux. Nous devons être raisonnables. Vous aussi, vous êtes en danger. Si les Russes sont vainqueurs, ils viendront ici. Ça ne nous effraie pas. Je crois que vous faites une fausse idée de la conjoncture politique. La conjoncture politique? Tu oublies que nous sommes la colonie pénitentiaire de la Terre. Personne ne s'intéresse à nous. Vous avez besoin de nous à présent, ce n'est que pour nous atteler comme des chiens au traîneau de votre guerre. Une fois la guerre finie, votre intérêt pour nous disparaîtra. Vous pouvez nous envoyer ici, vous ne pouvez pas nous forcer à revenir. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous, vous nous avez exclus de l'humanité. Les bombes. Je dois te dire la vérité, Bonstetten. Nous avons emporté des bombes. Des bombes atomiques. Des bombes à hydrogène, entourées d'un manteau de cobalt. Entourées d'un manteau de cobalt. Entourées d'un manteau de cobalt. Je m'en doutais. Moi, je l'ignorais. C'est un ordre du président. J'étais surpris de l'apprendre hier, Bonstetten. Je te crois. Bien sûr, tu sais combien cela m'est pénible, mais nous sommes dans une situation désespérée. On ne peut mettre en doute notre bonne volonté. La liberté et l'humanité finiront par triompher. Naturellement. Nous sommes momentanément contraints de prendre des mesures d'exception. Ça va de soi. Je suis vraiment désolé, Bonstetten. Vous lâcherez les bombes si nous ne vous aidons pas, c'est ça? Nous y sommes forcés. Nous ne pouvons pas vous en empêcher. Alors, ils vont tous mourir. Beaucoup! D'autres s'en sortiront. Les bateaux ont été alertés à votre arrivée. Nous nous sommes dispersés sur toute la planète. Vous aviez tout prévu? Nous avons vécu sur la Terre. Bonstetten, il va de soi que nous ne larguerons pas les bombes, Bonstetten, puisque c'était juste une menace. Puisque nous ne pouvons pas vous contraindre, ce serait d'une cruauté absurde. Je te donne ma parole. Je n'en veux pas. Tu es mon ami, Bonstetten. Je ne peux quand même pas tuer un ami. On tue facilement quand on ne voit pas ce qu'on fait, donc tu ne me verras pas mourir. Oui, tu dis ça comme si c'était facile de mourir. La mort, elle est partout et à chaque instant. Nous n'avons pas peur d'elle, nous vivons au cœur de la mort. Nous avons appris à ne plus la craindre. Si je n'étais pas ministre des Affaires étrangères des États-Unis libres de la Terre, je resterais ici, avec toi. C'est noble de ta part. Mais il va de soi que je ne peux pas laisser tomber la Terre comme ça. Ça va de soi. Il est tragique de ne pas être libre de ses actes. Il ne faut pas que tu sois triste. On ne larguera pas les bombes, Bonstetten. N'en parlons plus. Je te donne ma parole! Alors, Excellence? Les négociations n'ont abouti à rien. Alors, nous larguerons les bombes, Excellence. C'est un ordre du président. Puisque le président l'a ordonné, que le colonel Roy fasse larguer les bombes et qu'il veille bien à les répartir sur toute la surface de Vénus. Préparez-vous au départ. Voyons vert. 20 secondes. 10 secondes. Voyons rouge. Décollage. Mannerheim,
Excellence. Il se pourrait que les Russes débarquent sur Vénus et concluent un traité avec eux, non? Très juste, Excellence. C'est complètement improbable, certes, mais c'est tout de même possible. Prêt à larguer les bombes. Prêt à larguer les bombes. Aussi invraisemblable qu'elle soit, cette possibilité nous oblige à larguer les bombes, n'est-ce pas, Mannerheim? Ouvrez les trappes. Trappes ouvertes. Il ne nous faut prendre aucun risque. Assurément, Excellence. Bombes larguées. À quelle altitude sommes-nous? 100 km. Oh. Comment va le ministre des Territoires extraterrestres? Il revit. Et le ministre de la Guerre? Redevenu lui-même. Moi aussi, ça va mieux. Demain, il y a Conseil des ministres. La politique continue. Tout ça me dégoûte. Cette planète est effroyable. Que des criminels, finalement, là-dessous. Je suis sûr que Bonstetten avait l'intention de s'allier aux Russes. C'est une mauvaise comédie qu'ils nous ont jouée. Je pense aussi, Excellence. Maintenant, les bombes sont tombées. Bientôt, elles tomberont aussi sur la Terre. Je suis content d'avoir mon abri anti-atomique dans ma cave. Privilège de la fonction. Et puis des vacances. Un ministre des Affaires étrangères est toujours en vacances pendant les guerres. Il n'y a qu'une chose à laquelle je devrais renoncer, la pêche. Je lirai les classiques. T.S. Eliot. Aucun autre n'est plus lénifiant. Il n'y a rien de plus malsain qu'une lecture trop excitante. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Dans sa série Théâtre et Anticipation, la radio provisoire romande vous a proposé Opération Vega de Friedrich Dürrenmatt. Et pour conclure cette transmission, voici un texte dans lequel l'auteur commente, peut-être, l'œuvre que vous venez d'entendre. Combien d'années j'ai encore devant moi, je l'ignore. Je suis un homme qui vit dans la solitude, et je travaille en fonçant droit devant moi, à bâtir une logique folle. Je sais que l'humanité est à son crépuscule, que la catastrophe est là. Mon destin, c'est d'être l'analyste de cette catastrophe. Qui pourrait croire à mes visions dans l'aveuglement d'aujourd'hui ?